Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au sortir de la colonisation, la paix et la stabilité constituaient deux des principaux enjeux auxquels les pays africains devraient faire face, en raison de leur histoire politique et institutionnelle avec la France. En fait, depuis les fausses indépendances qui lui ont été accordées, l'Afrique a connu assez de conflits. Ces conflits qui sont généralement alimentés par la France visent la déstabilisation de l'Afrique. Mais comment bien comprendre les mécanismes de déstabilisation de l'Afrique par la France? Suivons maintenant le décryptage de la situation par Nathalie Yamb, notre panafricaniste par essence et par excellence. Suivons. Vous le savez, la lutte contre la France-Afrique et notamment sa composante monétaire, le franc CFA, est depuis des décennies l'une de mes principales occupations. Mais combien de fois n'ai-je pas été confrontée à des gens endoctrinés qui me balancent « Mais vous voyez pas la Guinée ? Voilà la Guinée qui est sortie de la coloniale, regardez là où elle est avec son franc guinéen. » Comme si c'était l'argument ultime pour discréditer la lutte pour l'émancipation monétaire des colonies de la zone franc. Ma vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ceux-là et aux plus jeunes d'entre vous, à qui on évite soigneusement d'enseigner l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire des innombrables déstabilisations qui émaillent notre passé récent avec la France, que Emmanuel Macron a eu l'audace récemment de qualifier d'histoire d'amour. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous emmène maintenant revisiter l'opération Persil. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner. Sur Facebook, c'est en haut de la page. Sur YouTube, c'est là, pour ne rater aucune de mes vidéos. En ce moment se déroule à Paris le procès du bombardement de Bouaké. Sont jugés par contumace, c'est-à-dire en leur absence, 3 pilotes, un Biélorusse et 2 Ivoiriens, que l'on a accusés d'avoir bombardé une base militaire française dans le cadre de l'opération de libération Dignité en novembre 2004. Bilan, 9 soldats français et un civil américain tués. Je vous en parle parce que c'est entre autres le début de ce procès qui m'a donné l'envie de vous raconter l'opération Persil. Car ce qui s'est passé à Bouaké il y a 16 ans n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Guinée en 1959. Cette année-là, une équipe du SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, entre en action et s'installe à Dakar, avec pour mission de déstabiliser la Guinée, qui avait osé dire non à la communauté franco-africaine le 28 septembre 1958 et pris son indépendance dans la foulée en octobre, tout en souhaitant initialement rester membre de la zone franc CFA. Mais la France de Gaulle, qui s'était fait correctement d'abat à Dien Bien Phu au Vietnam en 1954, ce qui avait mis fin à sa présence coloniale en Asie, a encore sa défaite en travers de la gorge et non seulement rejette la demande du nouveau président guinéen Ahmed Sékou Touré, mais retire également ses diplomates de Conakry et son aide budgétaire, tout en élaborant des projets machiavéliques pour que l'exemple d'insoumission guinéen ne fasse pas tache d'huile dans la région. À l'époque comme aujourd'hui, les Européens ont tendance à faire corps avec la France, tandis que de son côté, Sékou Touré se rapproche du bloc de l'Est. L'URSS, la Chine et le Ghana sont d'ailleurs les premiers à reconnaître la Guinée libre et Fidel Castro reçoit en visite officielle à Cuba en 1960 un Sékou Touré qui a décidé d'abandonner le CFA et de doter son pays de sa propre monnaie. Plusieurs complots, dont 2 planifiant l'élimination physique du président guinéen, ont échoué, ce qui n'a pas pour autant découragé les services secrets français et leurs alliés, des Guinéens de la diaspora installés à Dakar, le QG de l'opération Persil, du nom d'une lessive célèbre à l'époque et qui existe encore aujourd'hui, puisqu'il s'agissait pour eux de laver l'affront. 2 antennes, une à Tambacounda au Sénégal et une à Abidjan, ainsi que 2 sous-antennes en Côte d'Ivoire, une à Mans et une à Odiéné, sont ouvertes. Évidemment, dès qu'il est question d'aider la France à déstabiliser l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été de bons relais. La France arme et entraîne des groupes d'exilés guinéens s'opposant au nouveau président, met en place un dispositif de propagande et fomente et finance des insurrections. Mais surtout,
Après avoir fait piller par l'armée française les coffres de l'agence de la BCEAO à Conakry dans la journée du 28 septembre 58, la date du référendum, et en plus de faire en sorte que les francs CFA restés en Guinée ne puissent plus être utilisés ni au Sénégal ni au Mali, elle va décider d'inonder le pays de faux billets de francs guinéens fabriqués par le SDECE, devenu depuis la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité de l'Extérieur, pour faire s'écrouler la jeune économie. Comme d'habitude, la France n'est jamais vraiment créative quand il s'agit de ses opérations de nuisance en Afrique. Elle s'inspire toujours du pire. De la même façon que Pierre Messmer, le haut-commissaire de l'Afrique équatoriale, puis occidentale française, reconnaîtra, le sourire aux lèvres, s'être inspiré des camps de concentration allemands pour mater les indépendantistes camerounais, de la même manière, ils ont plagié une méthode nazie utilisée contre l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bernhardt, pour déséquilibrer et asphyxier l'économie guinéenne. Je vous parle de ceci pour vous montrer d'où vient la Guinée et vous dire pourquoi, chaque fois que j'entends un président de la République française ouvrir sa bouche pour dire avec un brin d'impatience « Oh, mais nous ne sommes pas opposés à la fin du franc CFA, c'est aux Africains de le décider. De toute façon, nous la France, on gagne rien avec le CFA, c'est à vous que ça donne de la stabilité. » Eh bien, chaque fois donc que j'ai entendu que ce soit Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron dire ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au général de Gaulle, qui tenait exactement le même langage en 1958. Porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Alors qu'ils passent leur temps à comploter pour évincer, faire chuter et même tuer les rares qui ont les couilles de vouloir s'éloigner de leur zone de nuisance, ce qu'ils considèrent comme un affront. Et les affronts, ils n'aiment pas ça. Avant moi, certains en ont fait l'expérience, comme Thomas Isidore Noël Sankara. Comme le hasard fait bien les choses, c'est vendredi dernier que le journal L'Humanité a fait une indexant la complicité de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara en octobre 1987. Et encore, ils sont gentils. Car la France n'est pas seulement complice, elle est également commanditaire de cet assassinat. Et elle a protégé son auteur, Blaise Compaoré, pendant ses 27 ans au pouvoir et même ses 6 années en exil, s'assurant que la Côte d'Ivoire soit pour lui un havre de paix. Mitterrand n'a en effet pas goûté ce qu'il qualifie d'impertinence du président burkinabé, aussi bien lors de sa visite à Ouaga en 1986, où Sankara lui a dit dans les narines sa façon de penser, mais également avec son discours sur la dette qu'il tient lors du sommet des chefs d'État de l'OUA à Addis Abeba le 29 juillet 1987 et qui remet en cause l'ordre colonial des choses. Extrait. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pourrons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. 3 mois plus tard, il était assassiné. Et jusqu'à ce jour, malgré les promesses creuses de Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017, qui n'engagent d'ailleurs que ceux qui y croient, la France n'a toujours pas levé le secret défense, ni déclassifié, ni transmis les dossiers sur cette autre opération de nettoyage d'un récalcitrant du précaré. C'est l'occasion pour moi de vous recommander le livre « Thomas Sankara parle », un recueil de ses principaux discours et entrevues qui vous donnera l'occasion de connaître la vision de ce révolutionnaire qui avait l'Afrique au cœur de son projet de société et qui a été fauché dans son élan de réalisation.
Pour fragiliser ceux qui seraient tentés de remettre en cause la doxa française, l'Élysée ne recule devant rien. En Côte d'Ivoire, il fallait affaiblir militairement, discréditer diplomatiquement, étouffer économiquement et canarder judiciairement le régime Gbagbo. Ils n'ont donc même pas rechigné à commanditer la mort de 9 de leurs propres soldats à Bouaké le 6 novembre 2004 pour avoir un prétexte pour détruire les avions militaires ivoiriens qui venaient de mettre en déroute la rébellion que la France soutenait et finançait au minimum depuis 2002. Et lorsque les pilotes biélorusses, auteurs de l'assassinat des soldats français, furent arrêtés au Togo quelques jours après le bombardement de la caserne de Bouaké, eh bien, devinez quoi? La France a demandé aux autorités togolaises de les relâcher pour qu'ils puissent fraya s'évaporer dans la nature. Sacrifier la vie de 9 de leurs soldats en les faisant lâchement assassiner était un tout petit prix à payer pour conserver le joyau colonial dans l'Empire. Car il fallait absolument installer Alassane Dramane Ouattara, cet agent occidental à la peau noire, dans le fauteuil présidentiel ivoirien pour éloigner la menace d'une sortie de la Côte d'Ivoire du CFA que la bête noire de Chirac à l'époque, Mamadou Koulibaly, alors ministre de l'économie et des finances, avait eu l'audace d'annoncer en 2000, devenant ainsi le tout premier ministre en exercice de l'histoire de la zone franc à oser défier la France sur le terrain monétaire. La sanction n'a pas tardé. À la demande de Chirac et malgré la victoire de Gbagbo à la présidentielle de 2000, il fut muté à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard où il paraissait moins dangereux qu'au portefeuille de l'économie et des finances. Paris n'a jamais cessé de penser sa politique africaine comme un instrument de puissance pour squatter une petite place à la table des grands et maintenir coûte que coûte les accords de coopération signés en avril 1961 et qui pérennisent jusqu'à ce jour la mainmise de la France sur ses colonies africaines est le saint graal que les présidents français se transmettent comme un témoin dans une course de relais de 4 fois 100 mètres, quelle que soit leur couleur politique. De tout temps, le mode d'action privilégié de la France en Afrique a été la déstabilisation. Sékou Touré en a fait les frais, Thomas Sankara au Burkina en a fait les frais, la Côte d'Ivoire sous Gbagbo en a fait les frais, mais aussi l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, le Libéria, l'Afrique du Sud. La liste des victimes est aussi longue qu'un almanach. Le mode opératoire de la France ne va pas changer. Ils n'ont aucune raison de changer quelque chose qui fonctionne pour eux. C'est à nous de modifier notre façon de faire. Depuis que le monde est monde, aucun pays colonisé par la France n'a jamais été développé. Les anciennes colonies françaises qui ont réussi à s'en sortir sont celles qui sont tombées dans l'escarcelle des Anglais avant de prendre leur indépendance, comme le Canada, les États-Unis, etc. Mais même dans le sous-développement, il y a classement. Les 10 plus grandes économies africaines, selon la Banque mondiale en 2020, sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, le Ghana et la Tanzanie. Vous remarquez quelque chose? Il n'y a aucun pays de la zone CFA dedans. Il n'y a pas Guinée, mais il n'y a pas non plus Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon. Les plus grands partenaires commerciaux de la France en Afrique sont, dans le désordre, le Maroc, l'Algérie, l'Angola, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya. Vous remarquez quelque chose? Il n'y a là aussi aucun pays de la zone CFA dedans. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec les autres, la France a besoin de faire du commerce, de négocier. Alors qu'avec nos pays, elle se contente de prendre, de piller. Nous sommes sa chose. Sortir du franc CFA est donc non seulement une nécessité, mais également une urgence. Tout ça pour vous dire que quand il s'agit de maintenir leur domination sur notre continent, ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Donc si vous pensez que nos jérémiades vont les faire évoluer, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Nous devons nous imposer dans le quotidien des Français de la même façon que eux s'imposent dans notre quotidien. Les opérations comme Persil ne peuvent plus fonctionner facilement de nos jours car nous sommes de plus en plus nombreux à voir clair dans leur affaire. Et avec les nouvelles technologies, nous avons les moyens de dévoiler les machinations hideuses assez rapidement.
Mais pour que cela soit amplifié, il faut que le débat sur le franc CFA, sur le pacte colonial et leurs conséquences s'invite aux journaux de 20 heures en France et en Europe. Et quand je dis en France, je ne parle pas des chaînes des colonies que sont France 24 ou TV5, que personne ne regarde là-bas, mais auxquelles des négros sont suspendus à longueur de journée parce qu'ils sont tellement lobotomisés qu'ils ont besoin que ce soit leur tortionnaire qui leur raconte leur propre histoire pour y croire. Il faut que ça passe sur TF1, France 2, M6, toutes les chaînes grand public européennes. Le Français moyen ne saura jamais que son armée a assassiné gratuitement, au calme, 19 citoyens qui fêtaient un mariage à Bounti au Mali en janvier 2021. Parce que ça ne passe pas en boucle aux 13h ou aux 20h de TF1. Mais quand il voit qu'on brûle des Auchan, des Carrefour, des Total au Sénégal, il commence à se poser des questions. Joe, pourquoi ils font ça les Africains? Pourquoi ils ne nous aiment pas? Pleurnicher parce que nous sommes victimes de la colonisation ne nous aidera pas à nous en sortir. La Chine a aussi été colonisée, et bien sauvagement même. Mais regardez là où elle est aujourd'hui. Quand on veut se libérer, l'arme la plus puissante est la détermination. Je vois des gens parfois se plaindre en disant que je parle mal aux valets africains des Occidentaux qui nous servent de chefs d'État et à leurs maîtres. Mais sérieusement, vous pensez que quand on caresse un chat qui dort, il va se réveiller? Mais non! Il va même se mettre à ronronner niangalement. Quand vous voulez réveiller des gens endormis, vous criez sur eux ou vous les secouez. Nous devons montrer au monde notre détermination à sortir des griffes malfaisantes de la France par tous les moyens nécessaires, comme le disait Malcolm X. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Rendez-vous à Montpellier du 8 au 10 juillet pour dire non à la France-Afrique. Rendez-vous dans les rues africaines. Rendez-vous dans les bureaux de vote en Afrique. Et en attendant... Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Merci aux animateurs de la dynamique unitaire africaine de m'avoir invité à partager mon point de vue sur la place et le rôle des organisations régionales et continentales en Afrique. En tant que panafricaniste dans l'âme, la réponse semble évidente. Nathalie Young doit forcément avoir un avis positif sur les organisations régionales, sous-régionales et continentales dont la vocation est l'intégration africaine. Et pourtant, ceux qui me connaissent, qui me suivent dans les médias et sur les réseaux sociaux, le savent. Je suis une adversaire farouche de ces organisations que je désigne souvent comme étant des associations de malfaiteurs. Mon exposé aujourd'hui va donc consister à vous expliquer pourquoi je vois les choses comme ça. Et pour commencer cet état de lieu, je précise que je vais surtout me concentrer sur les organisations les plus importantes à vocation politique, économique et commerciale. J'en ai dénombré une dizaine, mais il y en a bien plus que cela. Nous avons actuellement 8 communautés régionales en Afrique qui sont, par ordre alphabétique, la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte 15 membres, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Ensuite, on a la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a 10 membres, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Ensuite, il y a la CENSAD, c'est-à-dire la communauté des États sahélo-sahariens, mastodonte, 27 membres. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment le grand bao des communautés économiques régionales. Ensuite, nous avons le COMESA, le Common Market for Eastern and Southern Africa, qui lui compte de son côté 19 membres.
C'est le deuxième plus fort, on va dire, en termes de regroupement de pays membres en Afrique. Ensuite, on a la EAC, c'est-à-dire la East African Community, qui a 6 pays membres, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la Tanzanie. Ensuite vient l'IGAD, l'Intergovernmental Authority on Development, qui a 8 pays membres, la Somalie, Djibouti, l'Érythrée, le Soudan, le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Sud-Soudan. Vient après au sud la Southern African Development Community, 15 membres, l'Angola, la RDC, Madagascar, Maurice, le Malawi, les Seychelles, l'Eswatini, Zambie, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie et enfin l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, avec ses 5 membres que sont le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Sur le plan international, s'ajoute à cela l'Union africaine, l'UA, le NEPAD, qu'on a un peu tous oublié, le New Partnership for Africa's Development, et enfin la dernière arrivée, la ZLECA ou ZLECAF, qui est la zone de libre-échange continentale africaine. Et en plus de cela, il y a des organisations sous-régionales, je vais en citer seulement 2, parce que j'en parle un peu plus tard. C'est la CEMAC, donc la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale qui compte 5 membres, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et le Tchad. Et à l'ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui compte 8 membres, qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un enchevêtrement d'organisations qui se superposent les unes aux autres, qui se juxtaposent, qui se chevauchent, mais pour quelle finalité? Alors, toutes ces organisations prennent beaucoup de place dans nos États, puisqu'elles engloutissent des milliards de francs en termes de contribution à leur budget de fonctionnement, la construction ou bien la location ou l'achat de jolis bureaux, de jolies limousines, de costauds 4x4, de jolis et costauds salaires pour les animateurs et les personnels qui y travaillent et qui bénéficient également de jolis et costauds frais de mission et de voyage en classe affaires. Les directives et décisions qu'elles émettent s'imposent théoriquement et sont supérieures à toutes les lois intérieures des pays membres, y compris la Constitution, dès lors qu'elles sont ratifiées. Toutes ces organisations se sont données pour mission la participation des différents territoires concernés au processus du changement à l'ère de la globalisation, notamment à travers la libre circulation des personnes et l'intégration commerciale, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des biens. D'autres missions ronflantes s'y ajoutent parfois: assurer la paix et la sécurité, rendre la justice, harmoniser la fiscalité, faire respecter les droits de l'homme, protéger la démocratie, mais il suffit de regarder l'état actuel dans lequel se trouve notre continent pour se rendre compte du fiasco total de ces organisations. Cela est-il surprenant? Eh bien non. Comment des pays qui ne sont pas capables de procéder à une décentralisation effective au sein de leurs propres frontières, héritées de la colonisation, qu'ils chérissent au point d'en expulser sans état d'âme des combattants panafricains, comment ces pays seraient-ils donc capables de procéder à l'intégration régionale, à la naissance des États-Unis d'Afrique, qui nécessitent le renoncement à tout un pan de souveraineté et son transfert aux organisations concernées? Les États-Unis d'Amérique ont aboli les frontières entre les États qui les composent. Ils ont une armée, une banque centrale, une monnaie unique, un passeport, un budget, un gouvernement. Avec l'Union européenne, on constate aussi un transfert de souveraineté selon un modèle beaucoup moins abouti que le prototype américain et qui donc montre de plus en plus ses limites, mais qui est néanmoins beaucoup moins penché que celui que nous avons en Afrique. La liberté de circulation, avant le Covid-19, y était effective, ce qui est loin d'être le cas au sein de nos organisations et communautés. Avant d'être relocalisé contre mon gré en Europe il y a 1 an,
J'ai vécu et travaillé 20 ans en Afrique dans des fonctions privées qui exigeaient des voyages fréquents un peu partout sur le continent. Eh bien, je vous assure que je n'ai jamais pu traverser la frontière aéroportuaire ou terrestre ivoiro-ghanéenne ou camerouno-nigériane sans montrer mon passeport. Pourtant, en Europe, je me soulève pour aller en Allemagne, en France, en Suède, en Italie. Eh bien, de chez moi jusqu'à ma chambre d'hôtel dans le pays de destination, je ne sors pas mon passeport une seule fois. Pour faire semblant d'être active, certaines organisations communautaires ont prétendu mettre en place des institutions présentées comme des instruments de l'intégration, à laquelle on affirme aspirer. Les parlements, des cours de justice ou de droits de l'homme, etc. Et pourtant, à la fin de la journée, que constate-t-on? Eh bien, que ces instruments sont, dans le meilleur des cas, bancals. Dans le pire des cas, ils sont piétinés par les États membres et les personnes qui les ont instaurés. Je fais partie d'un parti politique ivoirien, Leader, créé il y a 9 ans et dirigé aujourd'hui par Madame Monique Bekia. Je vais me permettre, pour illustrer la bancalité ou la nuisance de ces organisations que je dénonce, de partager avec vous quelques événements vécus par le professeur Mamadou Koulibaly, qui a eu le mérite d'être ministre de l'économie et des finances, puis président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, avant de fonder Leader et d'en être le candidat à l'élection présidentielle. La première illustration, c'est la taxe sur les produits d'alimentation du bétail et de la volaille issue d'une directive de l'UEMOA, à l'époque sous la houlette de Soumaïla Cissé, dans le cadre du tarif extérieur commun de l'Union. Lorsqu'il prend ses fonctions en tant que ministre de l'économie et des finances, Mamadou Koulibaly prend un arrêté, puisqu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, c'était un gouvernement de transition. Il n'y avait pas une Assemblée nationale qui fonctionnait. Donc, en tant que ministre de l'économie et des finances, il regarde quelles sont les législations que je dois mettre en place, qu'est-ce que mon ministère doit faire, et cette fameuse taxe, il prend un arrêté et puis il l'implémente. Et il se retrouve avec des plaintes des animateurs de toute la filière élevage, etc., qui se plaignent de la cherté. Les consommateurs se plaignent aussi. Et ils s'étonnent en se disant, mais c'est quand même bizarre, pourquoi tout le monde se plaint ici en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins, je n'ai pas écho de situations similaires. Il décide donc d'envoyer le directeur général des impôts de l'époque, M. Fekesse, de l'envoyer en mission pour aller dans les différents pays de l'Union, voir comment les gens s'y prennent pour que la situation soit indolore chez eux, alors qu'elle est tellement douloureuse en Côte d'Ivoire. Et bon, lorsque le DG des impôts revient, il informe le professeur Koulibaly que cette taxe n'est implantée nulle part dans l'UEMOA. Le professeur Koulibaly décide donc de supprimer cet arrêté, et lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres de l'UEMOA, il demande à ses collègues ministres pourquoi la taxe n'est pas mise en œuvre. Et ce qu'on lui répond, c'est que « Ah, mais donc vous avez implémenté ça là-bas. Non, c'est parce que vous, en Côte d'Ivoire, là, vous êtes riche. Hein? Sinon, vous avez le cacao, vous avez le café, vous avez l'or, vous avez le diamant. Vous pouvez vous permettre de faire ça. Sinon, nous, là, l'élevage, le bétail, la volaille, ça représente une forte partie de nos exportations et ça représente aussi une forte source de revenus pour une grande partie de notre population. Donc nous, là, ça, là, on ne va jamais l'appliquer. Alors, il faut bien se rendre compte, ceux qui instaurent ces taxes le font tout en sachant qu'ils ne vont jamais l'appliquer. La commission qui est chargée d'administrer au quotidien l'Union ne s'en émeut pas, les chefs d'État, pas du tout non plus. Vous voyez donc que ces organisations ne servent absolument à rien, sinon qu'à émettre des textes qui sont systématiquement violés par ces animateurs et ces pays membres. Le deuxième exemple que je voudrais prendre maintenant, c'est lorsque le professeur Koulibaly est devenu président de l'Assemblée nationale.
Le président Bédier avait, quelque temps avant d'être déposé, fait pression, a essayé de faire avancer les choses pour que se mette en place le Parlement de l'UEMOA. Donc le professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il rencontre les présidents des assemblées nationales des autres pays de l'Union, leur dit, bon, ben moi j'ai une proposition à vous faire et il faudrait qu'on mette en place ce Parlement. Alors pour déterminer le nombre de députés qu'il y aura dans ce Parlement, ce serait bien que l'on le fasse proportionnellement à la taille démographique des différents pays. La démographie impliquera le nombre de députés que chaque pays aura. Et ensuite, ce serait bien qu'on désigne un jour et que ce même jour, dans tous les pays, les 8 pays de l'UEMOA, le même jour ait lieu des votes et que les populations puissent donc élire leurs députés de l'UEMOA et qu'au sein du Parlement, les tendances idéologiques des différents pays, à savoir les socialistes, les libéraux, les conservateurs, les écologistes, les souverainistes, les communistes, enfin ce que vous voulez, que les groupes se forment donc selon l'idéologie au sein du Parlement de l'UEMOA et que ce Parlement serve donc à décider des grandes orientations idéologiques sur les grandes questions du moment qui seront appliquées au sein de l'Union. Fin de non-recevoir des collègues du professeur Koulibaly qui lui disent que mais non, c'est pas possible, nous ici on est basé sur la solidarité, on ne peut pas avoir un pays qui a X députés et puis un autre qui en a beaucoup moins, non, ça va pas, tout le monde aura 7 députés et puis c'est plus simple si c'est le gouvernement qui désigne les députés qui vont venir siéger ici au sein du Parlement. Conclusion, il n'y a pas de Parlement de l'UEMOA, il y a un comité parlementaire de l'UEMOA, mais pour la petite histoire, lorsque la CEDEAO se réunit plus tard pour la mise en place du Parlement de la CEDEAO, je le rappelle, donc c'est les 8 pays de l'UEMOA plus les 7 pays de la zone monétaire ouest-africaine qui n'ont pas le franc CFA comme monnaie commune. Donc, quand ils se réunissent, les discussions se font, comment on désigne le nombre de députés. Et puis, bon, le Nigeria reprend la proposition du professeur Koulibaly, refuse catégoriquement que tout le monde ait le même nombre de députés. Les Nigérians disent, mais c'est pas possible que nous, avec 140 millions d'habitants, on ait le même nombre de députés qu'un pays qui a 500 000 habitants dans la zone. C'est pas possible, on n'accepte pas. Et comme les Baos et les Nigérians, bon, les mêmes pays de l'UEMOA qui avaient refusé la proposition du professeur Koulibaly au sein de l'UEMOA, l'acceptent au sein de la CEDEAO. Et par contre, la façon dont on désigne ces députés est restée la même, à savoir c'est les pays qui désignent les députés qui siègent. C'est donc, ce ne sont pas donc des représentants du peuple en tant que tels, c'est pour ça qu'on parle plutôt de comité parlementaire, et on dénie jusqu'à ce jour le droit aux populations africaines de désigner, d'élire leurs représentants au sein des instances régionales, sous-régionales, continentales. Et donc les gens qui siègent dans ces parlements sont des envoyés, des chargés de mission des gouvernements et non pas des représentants du peuple. Un troisième exemple que je peux prendre, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un instrument mis en place par l'Union africaine, qui a émis un arrêt contraignant normalement, selon les textes en vigueur, à l'encontre de l'État de Côte d'Ivoire pour que celui-ci reforme une commission électorale équilibrée, indépendante. Il avait 1 an pour s'exécuter, il ne l'a pas fait.
il n'y a eu aucune sanction à l'endroit de l'État récalcitrant de Côte d'Ivoire, bien au contraire. L'année qui a suivi l'arrêt et après que le délai de mise en application de l'arrêt est expiré, bon, on a plutôt récompensé Abidjan en lui confiant l'organisation du sommet UAUE. Donc, comme au sein de l'UEMOA, on crée des instruments, on prend des arrêts, on prend des décisions et on est les premiers à les piétiner et à ne pas les respecter. Un quatrième et dernier exemple, la création du Sud-Soudan, qui contrevient à la charte même de l'Union africaine parce que ça viole les frontières héritées de la colonisation, mais comme ce sont les Américains qui ont voulu qu'on crée ça, bon, on va créer. En conclusion, ces organisations sont donc non seulement inutiles, mais également nocives pour les populations africaines. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de critiquer ces organisations communautaires, mais aussi de proposer des solutions. Ce n'est pas la communauté ou le fait de mettre notre destin en commun qui est à remettre en cause, mais plutôt la façon dont elle est organisée. Les organisations existantes ne sont que des associations de chefs d'État, de tyrans, de dictateurs qui se protègent entre eux. Il est important que dans nos pays, les organisations politiques et civiles intègrent dans leur projet de société une réforme profonde des organisations. Pour Leader, il est clair que quand nous arriverons au pouvoir en Côte d'Ivoire, nous allons sortir la Côte d'Ivoire de ces organisations régionales et continentales existantes pour mettre d'abord de l'ordre dans nos pays et que nous privilégierons les relations bilatérales avec les autres pays du continent et du monde jusqu'à ce que la réforme profonde de ces organisations devienne un impératif pour tous. La rupture avec le franc CFA entraînera notre sortie de facto de l'UMOA et de l'UEMOA, qui, comme la CEMAC, n'est rien d'autre que la nouvelle appellation de l'Afrique occidentale française ou de l'Afrique orientale française au service de la France. Il est évident que l'on pèsera plus si nous sommes unis au sein d'une fédération des États-Unis d'Afrique, mais cette fédération ne peut être viable que si elle se construit entre des États libres et souverains qui ne sont pas au service de puissances étrangères ou d'organisations extérieures, mais au service de leur propre peuple. Elle se fera graduellement, chaque pays ayant ses réalités et avançant à son rythme et au rythme de ces révolutions. Mais elle se fera d'autant plus inexorablement et résolument que la diaspora s'organisera pour insuffler du courage aux populations africaines sur le continent qui sont si souvent sujettes à la répression, au découragement et au manque d'éducation sur les vrais enjeux, et qu'elle s'engagera à soutenir activement, financièrement, les branches politiques, économiques, culturelles et militaires du changement qui nous mènera à la liberté et à la souveraineté. Merci infiniment. En dépit de ses promesses de réforme de la relation Afrique-France, il faut dire qu'Emmanuel Macron continue de suivre les pas de ses prédécesseurs. Ce pur conservatisme ne fait qu'exacerber le sentiment anti-français observé ci et là, en Afrique francophone. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.